Bienvenue. Alors, pour vous présenter rapidement, vous avez fait carrière dans la logistique et le lin. Donc, vous êtes chez Safilin aujourd'hui en tant que directrice pôle marque depuis près de 2 ans. Donc, Safilin, c'est un filateur historique de fil de lin et de chanvre depuis 1778. Et votre arrivée dans l'entreprise se fait dans le contexte d'une période charnière, puisque 25 ans après la fermeture de la dernière filature sur notre territoire, Safilin réindustrialise sa région historique en y implantant une usine tout près d'ici, dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. J'accueille aussi Julien Tuffery. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Donc, vous êtes président directeur général de l'atelier Tuffery, une entreprise familiale qui confectionne des jeans en Lozère depuis 1892. Et vous succédez précisément en 2016 à 3 générations de tailleurs-confectionneurs avec l'ambition de remettre en lumière le savoir-faire français. Pour poursuivre avec des exemples d'entreprises familiales, j'accueille également Vincent Nicolas. Bonjour Vincent, Bonjour à tous. bienvenue. Vincent, vous travaillez depuis donc 3 ans en tant que directeur des ventes pour l'Europe pour le compte de Segar Mazurel, donc un acteur historique de l'industrie lainière mondiale, dévoué à la laine depuis maintenant 4 générations. C'est bien ça. Euh, J'accueille également Mathieu Ebessène-Boudin. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous avez, Mathieu, œuvré en tant que travailleur humanitaire donc pendant de longues années et vous intervenez à Sciences Po Toulouse et vous êtes aujourd'hui président de VirgoCop que vous avez cofondé en 2018, qui est une coopérative donc, qui agit comme un incubateur pour accélérer l'émergence de projets socialement et écologiquement responsables. Et aujourd'hui, votre projet le plus abouti, c'est la filière chanvre à vocation textile. J'accueille également Loïc. Loïc de Brabander. Donc, bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Vous, Loïc, vous avez, après une carrière de quasiment 10 ans à des postes commerciaux, vous avez cofondé en 2020 Vexskin, qui est une entreprise fraîchement créée qui revalorise les bananes et les peaux de bananes et de mangue non commercialisables pour en faire un cuir vegan à impact environnemental le plus faible possible. C'est bien. Exact. Et pour modérer cette conférence, j'accueille donc Nathalie Lebavotier. Bonjour Nathalie, Bonjour. bienvenue. Pour vous présenter rapidement, vous, Nathalie, après 7 ans de métier de prêt-à-porter, vous cofondez et dirigez Ekiog en 2004, l'une des toutes premières marques de mode éthique en France. Vous cofondez également l'association Terre des Kyogs, pardon. Et ce n'est pas fini, vous avez créé Good Fabric en 2016, un fabricant de vêtements et d'accessoires textiles, donc au sein de filières certifiées et accompagnateur d'entreprises dans leur stratégie RSE. Nathalie, donc je vous donne le relais pour cette table ronde. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Alors, je suis vraiment très contente d'animer cette table ronde et de partager 45 minutes avec vous. Donc, ça va être assez sportif parce qu'on a des intervenants qui vont être passionnants et croyez-moi, ils vont vraiment vous inspirer. Je suis doublement contente d'animer cette table ronde parce que nos intervenants, des chefs d'entreprise, vont vous raconter des vraies histoires d'entrepreneurs qui agissent concrètement pour préserver leur savoir-faire en apportant des solutions pleines de bon sens. Donc, en tout cas, ça va, j'espère, vous encourager à soutenir ces entreprises et à redoubler d'efforts et de soutien pour soutenir en tout cas la réindustrialisation et nos ressources locales dans notre beau pays qu'est la France. Donc, j'aimerais démarrer avec Alix de chez Safilin, où vous êtes à la 8e génération de filateurs de lin dans notre pays. Vous avez connu de nombreuses périodes et j'aimerais justement que vous puissiez nous raconter comment vous avez su résister à 250 ans où on sait que voilà, toutes les filatures ont disparu, mais que vous êtes aussi, vous incarnez la réouverture de cette filière lin dans votre belle région des Hauts-de-France. Donc, racontez-nous et partagez-nous les enjeux de ce que signifie de réouvrir une filature en France.
Bonjour à tous. Alors, oui, en effet, Safilin, 250 ans d'histoire. Safilin, c'est une entreprise qui a traversé plusieurs guerres. Et pour des questions de survie dans les années 90, il a fallu délocaliser l'outil de production en Pologne. Donc là, maintenant, on a réussi à résister, on va dire, par rapport à la concurrence qui est principalement asiatique aujourd'hui, grâce à notre qualité, parce qu'on délivre un fil très résistant, d'une qualité stable et premium. Donc, c'est vraiment ce qui nous différencie, on va dire, et on ne cherche pas à faire beaucoup de volume, mais surtout beaucoup de qualité. On sélectionne nos fibres avec beaucoup de soin et on fait un mélange après très exhaustif pour pouvoir gommer les aléas climatiques et que notre fil soit toujours très performant. Donc, voilà, ça, c'est notre recette. Ce qui demande voilà, un grand savoir-faire sur la sélection de la fibre. C'est le point crucial. Et donc, l'histoire fait qu'aujourd'hui, on n'est plus que 2 filatures de lin au mouillé en Europe, alors qu'ici, dans la région, il y a encore 30 ans, on était plus d'une vingtaine. Et à nouveau, on peut envisager de revenir dans notre bassin historique. Pourquoi? Parce que avant le Covid, on a senti des signaux faibles de la volonté des consommateurs de retourner aux sources, consommer plus local, plus durable. Et on avait les moyens, justement, étant donné qu'on a gardé nos savoir-faire en Pologne, de pouvoir à nouveau les réintroduire ce maillon manquant qui est la filature de lin dans notre territoire historique. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu un alignement des planètes avec le Covid qui a révélé vraiment ce besoin, l'aide de l'État avec le plan de relance, et puis le fait qu'on avait notre savoir-faire toujours présent à proximité en Pologne. Et voilà, donc maintenant, on est dans les starting blocks et notre usine est quasiment prête. On va commencer à être opérationnel début d'année prochaine, en début 2022. Oui, vous me disiez que voilà, ce projet va naître concrètement en 2022, commercialisation d'un lin français filé en France en juin 2022. Quels ont été vos enjeux? Parce qu'on sait aujourd'hui que le recrutement de la main-d'œuvre, la formation et le lin nécessitent beaucoup plus de main-d'œuvre que le coton. Est-ce que ça a été une difficulté ou est-ce que finalement ça a été un défi qui a été largement surmonté par rapport à votre expérience? Alors, c'est toujours un défi, une prise de risque de réintroduire une usine en France, surtout par rapport au facteur main-d'œuvre, en effet, à 2 niveaux. Il faut savoir que pour filer du lin, il faut 10 fois plus de main-d'œuvre que pour une filature de coton, par exemple. Donc, l'impact coût main-d'œuvre sur le fil est très important. Donc, c'est sûr que c'est pas négligeable. Ensuite, il y a le facteur formation, puisque pourquoi il faut beaucoup de main-d'œuvre? Parce que justement, l'action de l'opérateur sur la chaîne sur le métier à filer, c'est une surveillance en permanence sur la qualité de la matière, sur le rythme est forcément lent et l'expertise, on prend à peu près 6 mois pour former un opérateur et pour qu'il soit vigilant sur la qualité de chaque lot de fibres et qu'il retire les matières qui ne sont pas homogènes, par exemple. Donc, c'est un apprentissage qui est vraiment sur le terrain. Et on a la chance d'avoir justement les Polonais qui vont venir en France pour former et accompagner leurs collègues français dans cette montée en expertise qui est extrêmement importante pour la qualité de notre fil et maintenir justement nos exigences premium qui sont associées à notre marque. Le lin a aussi cette particularité d'être écologiquement très vertueuse parce qu'elle nécessite aucune irrigation et qu'on est heureusement dans l'ère de la traçabilité, de l'impact environnemental. Le lin, il faut aussi le dire, c'est une matière la France est leader sur le lin taillé, on ne le sait pas forcément, mais aussi toute sa transformation est en circuit court. Et ça, est-ce que vous pouvez nous donner quelques points sur les vertus environnementales du lin qui sont nécessaires à rappeler parce que
le lin, c'est 0,4% de la production mondiale, donc c'est très sous-consommé par rapport au coton. Pourtant, elle a des vertus écologiques et sur notre territoire particulièrement qui sont extrêmement fortes. C'est sur le lin et le coton, c'est incomparable parce que le lin, donc déjà, ça pousse très localement chez nous, dans la bande côtière de 500 km entre Caen et Amsterdam. Pourquoi? Parce que c'est une météo favorable. Il y a alternance de vent, de pluie qui est complètement unique. Il n'y a pas d'irrigation, il n'y a que la pluie et de soleil. Et il faut ce cocktail de météo pour un rouissage optimal et avoir une fibre de qualité. Donc, déjà à ce niveau-là, c'est très important. Et après, les qualités du lin intrinsèque, il y a au-delà des qualités environnementales, il y a aussi les qualités bon pour la santé, bon pour la planète, c'est-à-dire que c'est une fibre thermorégulante, très légère, ultra absorbante, et donc qui a beaucoup de propriétés aussi bien pour la santé que donc pour le textile ou aussi d'autres marchés comme le composite ou les débouchés techniques. Parce que le lin est aussi un produit de substitution à la fibre de verre, par exemple. Ouais. Alix, juste, on a une question de bien préciser dans quelle ville sera l'usine Safilan. Alors, c'est à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Voilà. Donc, à 30 km de notre siège social qui se situe à Sailly-sur-la-Lys. Ok. Alors maintenant, on va continuer sur les matières végétales avec Mathieu et Julien notamment. Enfin, Mathieu, peut-être d'abord parce que vous êtes sur le chanvre, donc il y a quand même beaucoup de points communs. Racontez-nous où en est la filière de chanvre en France aujourd'hui, parce que c'est vrai que je trouve que c'est une matière dont on parle peu, mais qui est extrêmement intéressante pour beaucoup d'applications. Bonjour tout le monde. Alors, donc, où en est la filière chanvre en France aujourd'hui? Alors, faut savoir que la France est le plus gros producteur de chanvre en Europe de l'Ouest, pour des raisons historiques que je ne vais pas reparcourir ici, mais qui font quand même de la France un leader sur le sujet. Mais l'essentiel du chanvre qui est cultivé en France, quand je dis l'essentiel, je parle aujourd'hui certainement plus de 95% du chanvre produit, l'est pour des applications bâtiments ou graines, voilà, et pas forcément pour des applications textiles. Alors qu'effectivement, par le passé, historiquement, le chanvre était cultivé par les agriculteurs un peu partout en France et en Europe pour produire d'une part leurs propres vêtements et aussi pour fournir la proto-industrie du cordage et des voiles de bateau qui étaient tout en chanvre. Et voilà, en gros, si on n'avait pas de chanvre, on n'avait pas de marine. Donc, c'était une ressource stratégique importante jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs projets de chanvre textile qui émergent en France. Nous, on est concentré sur l'Occitanie. Il y a aussi des essais très importants qui sont faits par l'association Lin et Chanvre Bio, qui est en Normandie. Et il y a aussi des essais pour le chanvre dit cotonisé qui sont réalisés par les chanvrières historiques qui se trouvent plutôt d'une part dans la région de Troyes et d'autre part en Vendée. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement le chanvre est une plante qui a un petit peu disparu de l'histoire des hommes depuis 150 ans. Et donc, tout est à reconstruire, en fait, tout est à créer. C'est pas comme s'il y avait une industrie existante qui avait été délocalisée et qu'il faudrait rapatrier. Non, il manque des outils qui permettent les diverses transformations du chanvre pour arriver jusqu'au produit fini, notamment la partie défibrage, puis ensuite la partie peignage de la fibre, et puis ensuite la partie filature, même si là, on retrouve des outils qui sont les mêmes que ceux du lin. Et donc là, on peut effectivement… Donc, c'est plutôt… ce qui manque sur le chanvre, c'est plutôt de produire à destination textile. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, qui a un parcours culturel différent que celui utilisé pour le bâtiment. Et ensuite, le défibrage de la paille, des plantes finies, quoi. Pour obtenir des fibres qui soient le plus fines possible et qui puissent ensuite être transformées une seconde fois et puissent être utilisées sur les filatures comme celles qui sont utilisées pour le lin. Ouais. Voilà. Et en fait, votre initiative avec VirgoCop, c'est de recréer une filière sous forme de coopérative. Quelle est votre vision justement pour repenser cette filière chanvre et lui donner tout le succès qu'elle mérite finalement?
Alors, nous, notre vision, c'est que bon, le chanvre, c'est une chance, hein, c'est une plante qui est relativement facile à cultiver sous plein de climats différents. Et donc, voilà, enfin, historiquement, il y en avait vraiment quasi partout en France, à part en gros dans les montagnes et sur les plateaux un peu arides, mais il y en avait partout. Donc, nous, l'idée là, dans notre vision, c'est plutôt de développer des outils qui permettent en fait de gérer des bassins moyens de production. On parle de plusieurs centaines d'hectares et puis d'avoir des outils en fait qui puissent être que les coopératives, disons, de taille modeste puissent s'approprier, qui soient pas trop onéreux et qui soient, comme on dit maintenant, un peu low-tech, c'est-à-dire qu'ils soient des choses relativement faciles à réparer, qui ne soient pas trop énergivores. Donc ça, c'est la vision. Donc les machines, elles sont développées par un partenaire de Virgocop, qui est la société Impact, qui a été créée par Pierre Amadieu, qui est un personnage important du chanvre en France et que certainement beaucoup de gens qui nous écoutent s'y connaissent. Voilà, qui est la clé pour au moins assurer la première transformation. À la suite de quoi, on peut travailler avec des partenaires existants. Je pense voilà, au peignage. On a la chance d'avoir encore un peignage en France, un peignage du mortier, et puis derrière Safilin pour la filature. On travaille étroitement avec Safilin là-dessus. Voilà, donc la vision, c'est ça, c'est d'avoir des bassins moyens de production qui puissent fournir l'industrie en fibres de qualité textile en quantité suffisante. Aussi arriver à terme à la maturité dont Alix a parlé précédemment, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement, comme pour le lin, des productions de plusieurs années pour pouvoir les mélanger et avoir une qualité constante. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'on a encore devant nous, on va avoir de la fibre, ça c'est sûr, il y a de la fibre de chanvre qui va arriver. Maintenant, on a encore, je pense, plusieurs années d'essais-erreurs, de mélange de fibres, etc., pour obtenir une qualité qui soit satisfaisante. Voilà. Merci, Julien. Ça fait le pont entre Alix et Mathieu parce que vous êtes très impliqués dans la filière de lin, de chanvre, mais aussi de coton. Vous héritez on va dire, d'une entreprise familiale assez extraordinaire. Vous êtes un entrepreneur, je vais dire, un peu dingue, et c'est vous qui me l'avez dit en disant que votre génération, ça a été 3 tarés depuis les années 60 qui ont été des artisans avant d'être des businessmen, et vous avez une marque de mode qui est à la pointe, je dirais, de l'humain, de l'éco-responsabilité telle qu'on a envie de le voir aujourd'hui. Et je trouve que vraiment, vous êtes un chef d'entreprise juste incroyable. Alors, racontez-nous justement comment vous avez repensé le Made in France, comment se trouver dans le plus petit département de France où l'isolement a été très dur. Aujourd'hui, c'est the place to be, là où vous êtes. Voilà, c'est quoi les recettes de la réussite d'un entrepreneur qui lâche rien et qui démontrait à tout le monde que c'est possible de faire des dénimes d'une super qualité où on ne parle jamais de prix parce qu'en fait, toute la valeur est dans la qualité, dans le style des produits que vous proposez. Oui, Nathalie, merci pour cette chouette introduction. Juste un petit complément. En fait, les vrais tarés, c'est pas forcément nous, la 4e génération, c'est surtout la 3e génération, celle de mon père et de mes oncles. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce sur quoi on a discuté un petit peu au téléphone il y a quelques jours. C'est presque trop facile aujourd'hui, en 2021, de reparler de ça, de reparler d'un ancrage territorial, de reparler d'un savoir-faire français, du Made in France, parce que c'est un peu devenu une espèce de norme, ou du moins une sacrée norme en termes de communication. Mais punaise, il y a encore 20 ans de ça, ouais, pour le coup, moi j'ai connu mon papa, aujourd'hui superstar, où il faut montrer son travail. Il était encore obligé un petit peu de se cacher. Parce que ça ne trouvait d'écho chez personne, en fait, cette notion de circuit court, cette notion de bon sens et cette notion surtout d'artisanat et de Made in France. Donc aujourd'hui, c'est génial parce qu'il y a un vrai gros changement. Enfin, on le constate et du coup, juste en écoutant Alix et Mathieu sur le cran d'avant, eux, ils sont sur la partie. Moi, en plus, c'est génial parce qu'on travaille beaucoup ensemble. C'est pour moi des approvisionneurs de matière, mais ils ont complètement, eux aussi sont dans cette notion de ça. En fait, ça a beaucoup changé en peu de temps. Et moi, c'est super parce que quand tu as dit que j'étais un entrepreneur un peu dingue, en fait, j'aime surtout dire qu'on est des entrepreneurs, qu'on essaie de vraiment remettre sur la table le bon sens. Aujourd'hui, quand on parle de lin, quand on parle de chanvre, quand on parle de laine, c'est hyper marrant parce qu'en fait, on parle d'innovation.
Mais en fait, on ne parle pas d'innovation. Mon grand-père et mon arrière-grand-père, en fait, faisaient serger, surtout mon arrière-grand-père à la fin du 19e siècle. Les sergers étaient faits de lin, de chanvre, de laine. On rajoute la soie parce qu'on était en Cévennes. Et en fait, c'était juste une question de bon sens parce que ce sont des fibres qui sont locales. Donc ça, on y tient dur comme fer. Après, tout ce qui était le sujet de ces conférences, ça tournait autour des territoires. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fondamental et qui est hyper important, c'est que ce discours-là, très fier, en gonflant un peu le torse, en disant ce qu'on fait, c'est génial, mon père ne pouvait pas le tenir il y a 20 ans, parce que pour le coup, être au milieu de ce parc national des Cévennes, en Lozère, département le moins peuplé de France, et avoir ce savoir-faire-là, sans le web notamment, c'était clairement isolé. Aujourd'hui, j'aime à dire, et c'est peut-être sur là où je peux avoir une valeur ajoutée dans cette table ronde, c'est que nos territoires, la notion d'isolement géographique n'existe plus du tout. Et ça, c'est juste génial. On est à quelques jours de dévoiler un très beau projet. Et alors, ironie du calendrier complet, c'est que ce beau projet-là, il met en lien 2 autres acteurs de cette table ronde. Et c'est trop drôle parce qu'on a Alix de Safilin qui est à l'autre bout de la France, à côté Normandie. On a Mathieu, alors là, il a avec sa casquette Virgo, mais il a aussi une autre géniale casquette, c'est Tissage d'Autan, parce qu'ils ont un tisseur dans le Tarn. Nous, on est en Cévennes et c'est une collab avec une marque très emblématique française, mais qui est là aujourd'hui très basée à Paris. Simplement, si je dis ça, c'est que c'est juste génial, parce qu'aujourd'hui, nos territoires, en fait, ils sont source d'innovation, de mode, de communication, et surtout, en fait, de réponse à des enjeux sociétaux. Enfin, ça, je n'en démords pas, c'est que nous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, oui, vous l'avez dit, c'est forcément génial, je ne vais pas vous dire le contraire, mais par contre, c'est un peu particulier, on frustre un peu, parce qu'on a choisi aussi de s'ancrer sur un modèle économique qui est un peu particulier, et que les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent. Donc, parfois, il faut aussi accepter de vendre moins, mais de vendre mieux. Et tout ça parce qu'en fait, on a voulu vraiment consolider une chaîne de valeur où l'intégralité du prix de vente final, en fait, revient aux personnes qui la méritent la plus, c'est-à-dire les personnes dans l'atelier et dans toute notre constellation d'ateliers en France. Non, mais ce qui est formidable, c'est vous montrer que c'est possible. Et aussi, ce qui m'a frappé dans nos échanges, c'est votre capacité et votre volonté de transmission. Vous avez su recruter, former un ouvrier derrière une machine. C'est 1 an et demi, c'est pas une rentabilité court terme. Donc, vous misez sur l'avenir, vous prenez des risques. Et surtout, vous montrez que c'est possible. Donc, si vous y arrivez, tout le monde est capable de le faire. Et ça, c'est formidable. Ouais, alors aujourd'hui, il faut faire vraiment, vraiment attention parce qu'on est quand même dans cette société d'ultra-communication, cette société du buzz, cette société du swipe-up sur les réseaux sociaux. Mais il faut quand même se rendre compte que ce temps-là du swipe-up de la demi-seconde sur les réseaux sociaux, il est complètement antagoniste à notre temps, à nous, de l'artisan. Et aujourd'hui, on est aussi dans cette schizophrénie où tout le monde veut du Made in France, tout le monde veut du local, tout le monde veut du responsable. Mais on doit quand même réindustrialiser parce que quand même, ça a un petit peu morflé là, depuis 30 ans, là, le tissu économique français. Et en 2021, on ne met pas quelqu'un derrière une machine à coudre comme on le faisait tous dans les années 70. C'est-à-dire qu'il faut complètement le repenser, ce métier. Par contre, il faut accepter une chose qui est fondamentale, le temps long, la réussite à moyen, long terme. Et il faut l'expliquer. Il faut faire beaucoup de pédagogie, puisqu'aujourd'hui, on a une grosse responsabilité, nous, les marques fabricantes. C'est si on veut continuer à prospérer, il faut mettre des gens dans une machine à coudre 8 heures par jour. Et il faut vraiment se poser des questions. On a tous envie de repenser les métiers manuels. On se pense tous que c'est une super source de réorientation, de je change de job, de tout ça. Mais il ne faut pas que le dire, il faut surtout le faire. Et ça, c'est hyper important. Mais acceptons que ça coûte cher, acceptons que ça soit long à développer. Mais voilà, donnons-nous rendez-vous dans 20 ans pour vraiment voir la vraie réussite de l'entreprise. Oui, enfin, la fast fashion a aussi un coût. Ça dépend où on met le curseur de la vraie valeur produit. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va basculer sur les matières animales, qui est aussi Vincent, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Qui rentrent juste d'Afrique du Sud. En fait, c'est des spécialistes de la laine de mouton, matière animale, entreprise familiale depuis 200 ans. Et en fait, c'est vraiment le trait d'union, le lien entre les éleveurs, les industriels et les marques. Et c'est aussi une nouvelle façon d'aborder ce métier de vente de la laine en apportant une vraie traçabilité. Donc Vincent, vous êtes
on va dire, un vendeur de laine, mais vous vous êtes engagé aussi depuis 2 ans sur le fil de laine français. Mais voilà, parlez-nous de vos engagements, de votre démarche que vous avez aujourd'hui, sachant que vous avez aussi votre label AB Lucie qui apporte beaucoup de garanties sur le bien-être des éleveurs et aussi le bien-être des animaux. Et en effet, en fait, ce Gare Mazurel a pour image d'être un négociant de laine. Je dirais que l'image de négociant n'est pas forcément très positive. Mais en fait, nous sommes implantés en Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, France. En Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Australie, en fait, on a des équipes qui sont sur le terrain, qui sont avec un bureau de brokering. Et en fait, notre activité principale, avant de mettre des lots de laine aux enchères, c'est en fait d'avoir un service aux éleveurs, un service qui permet de conseiller les éleveurs sur les périodes de tonte, parce que contrairement à la France, ils ne sont pas forcément obligés de tondre une fois par an. Ils peuvent tondre au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an pour avoir des laines qui correspondent aux attentes du marché. Donc là, on parle essentiellement de laine ultra fine. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, on est sur des laines entre 13 microns et on va dire 22 microns. Avec l'Afrique du Sud, on a développé un label il y a 3 ans qui s'appelle AB Lucie. En fait, le label permet déjà de faire des audits dans les élevages, des audits sociaux, environnementaux et sur le bien-être des animaux. En plus, on sait tous que les marques souhaitent avoir de la laine qui est certifiée, mais en fait, ce qu'on propose en plus, c'est le lien entre les éleveurs et les marques. Et en fait, à chaque fois qu'on livre un lot de laine, on fournit la liste des éleveurs qui constituent ce lot et on met à disposition les rapports d'audit. Et en fait, ce qu'on souhaite absolument faire, c'est que les marques puissent rencontrer les éleveurs et réciproquement. Et je prends toujours l'exemple, il y a quelques années, on a fait venir des éleveurs d'Afrique du Sud qui sont allés chez Forclaz, puisqu'on travaille pas mal avec Decathlon, on fournit la laine qui permet de faire le t-shirt en laine Forclaz. Et donc, les éleveurs peuvent évidemment venir rencontrer les clients, mais également les clients faire une tournée d'éleveurs en Afrique du Sud. Donc ça, c'est le service aux éleveurs. Et ensuite, toujours dans le service aux éleveurs, aujourd'hui, on essaie de promouvoir quand même l'agriculture régénérative. Alors, on en parle énormément et puis je ne veux surtout pas faire du greenwashing avec ça, mais en fait, on travaille avec un groupement d'éleveurs qui a lancé cette agriculture régénérative dans les années 70. J'en ai rencontré quelques-uns cette semaine. Et en fait, on essaie de lutter contre la désertification et de promouvoir ce qu'ont mis en place certains éleveurs et de l'étendre, puisque les pays comme l'Australie et l'Afrique du Sud souffrent énormément de la sécheresse et du manque d'eau. Voilà. Autre activité, donc, c'est service à l'industrie, puisqu'on stocke des laines peignées et on fournit aux clients l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur. Donc, on peut très bien dire à un client, voilà, vous avez besoin de tel type de laine, il est parti d'Afrique du Sud telle date, il a été lavé, peigné à tel endroit et on peut livrer le filateur de votre choix. Donc ça, on est plus sur les laines fines. Maintenant, sur les laines françaises, on s'est très fortement impliqué. On a toujours acheté des lots de laine de France, mais en fait, lorsqu'on a exposé au Mondial de la tonte en juillet 2019 qui s'est déroulé au Dora, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un réel problème sur les qualités, parce que les éleveurs n'étaient pas satisfaits du prix des laines qu'on pouvait leur offrir. Les tondeurs trouvaient que les conditions de tonte n'étaient pas réunies pour pouvoir avoir des lots de laine
bonne qualité. Et puis, les négociants de laine français se plaignaient de la qualité de la laine et du fait qu'ils ne pouvaient pas la valoriser. Donc, en fait, avec Olivier Segard, on a décidé de s'impliquer un peu plus. Et puis, finalement, assez rapidement, on a démarré avec Saint-James, qui nous ont proposé de nous aider dans ce sujet. Et puis, finalement, on s'est aperçu qu'entre négociants de laine ou experts de laine et puis les marques, il y avait un gap qui était monstrueux, parce que les marques me parlaient de jauge, je leur parlais de finesse en micro-ondes de laine. Donc, entre les deux, il y avait qui ? Il y avait le filateur qui était notre client, il y avait le tricoteur qui était le fournisseur des marques. Et puis, en fait, on s'est dit que sur la laine française, on allait s'engager un peu plus loin. Et en fait, on a développé 2 fils à base de laine la plus fine possible française, donc le Mérinos d'Arles. On est sur du 21,5, 22 microns et demi. Donc, on a fait du fil en numéro métrique de 28. Et puis également des laines un peu plus croisées qui veut dire un peu plus rustique, sur plutôt du 28 microns, et toujours en numéro métrique de 28, qui est relativement assez classique et recommandé par les tricoteurs. Et en fait, on a constitué un petit stock, à la fois de ruban peigné qui nous permet de réagir assez rapidement, de fils écrus non teints, prêts à teindre et qui permet de réagir vite aussi, et puis également du stock en fil marine écru, et j'ai un peu de noir également qui nous permet de faire des tests ou de lancer des productions. Et voilà, on a rapidement eu des bonnes accroches avec, là je parlais de Saint-James, on a de bons développements avec Asphalt, par exemple, puisque ce pull, c'est leur pull marin. Et Asphalt développe également le pull parfait avec la laine à Belloussi. Voilà un petit peu où nous en sommes et notre implication dans la laine de France. Mais ce qui est essentiel, c'est avant tout les relations entre les marques et les éleveurs. Il faut absolument que ce soit 2 mondes qui se rencontrent, parce que je pense qu'il y a certaines marques qui ont des idées sur des pratiques et finalement, au contact des éleveurs, elles s'aperçoivent qu'ils essaient de faire les choses du mieux possible. Et puis, parfois, avec un label comme Abelloussi, on arrive à orienter également ces pratiques et puis donner des conseils aux éleveurs. Ce qui est essentiel, c'est l'amélioration continue. On est quand même là pour ne pas laisser certains éleveurs de côté et puis de les motiver pour qu'ils aient les pratiques les mieux possibles. Bon, ce qui nous a amené, d'ailleurs, je pense à ça, mais on a nos propres équipes de tondeurs en Afrique du Sud. Alors attention, on a quelques équipes de tondeurs, de 3-4 tondeurs par équipe, et on propose à des éleveurs d'arriver avec nos tondeurs qui ne sont pas payés au nombre de têtes tondues dans la journée, mais plus pour le service, ce qui leur permet d'avoir un rythme de tonte qui est un petit peu moins rapide que dans certaines conditions. Okay. Voilà. Donc, on voit qu'aujourd'hui, que ce soit les matières végétales ou animales, on est capable d'avoir une valeur ajoutée en circuit court sur notre territoire. D'autres jeunes entrepreneurs se lancent aussi dans l'innovation avec des matières nouvelles, végétales, proches du cuir. Loïc, c'est votre pari sur l'avenir, d'essayer de créer une nouvelle matière végétale à partir de déchets. Racontez-nous comment vous avez eu ce déclic, comment vous avez lancé ce projet, comment on passe de l'idée à l'action et quand est-ce que cette matière va réellement arriver sur le marché et pour en faire quoi? Alors, c'est vrai que c'est une belle histoire de famille, puisque c'est en collaboration avec ma compagne où, depuis des années déjà, en tant que végétarien, on fait un petit peu attention à nos façons de nous habiller, etc. Et on s'est penché sur l'industrie du cuir pour savoir quelles alternatives allaient être possibles. Et on s'est rendu compte de chiffres complètement hallucinants sur les produits chimiques, sur la quantité d'eau.
Donc, c'est des choses qui, nous, ne nous plaisaient pas. Et du coup, on s'est dit, bon, tiens, il y a des choses qui sont émergentes, qui potentiellement permettent de ne pas être dans dans ces chiffres-là en termes de pollution, par exemple, et de souffrance animale. Mais pour autant, quand on a creusé, on s'est rendu compte que les alternatives en France, elles n'existent pas. Et quand elles existent en Europe, elles sont souvent issues à 90% ou entre 60 et 90% de matières pétro-sourcées comme le polyuréthane. Donc là, on s'est dit, ouais, il y a quand même beaucoup de boulot. Il y a pas mal de produits issus quand même du greenwashing. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est pas en phase avec nos valeurs. Et puis, toujours dans notre recherche de consommer mieux, on s'est aussi rendu compte des chiffres qu'il y avait dans le gaspillage alimentaire. Et là, on s'est dit, waouh, il y a aussi la deuxième phase de prise de conscience. Et là, on s'est dit, bon, et finalement, si avec des fruits, on arrivait avec un système un peu de blue economy, ou comme le disait tout à l'heure Mathieu, avec un peu de low-tech, est-ce qu'on arriverait à créer une matière qui pourrait être cette alternative? Donc, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on travaille dessus. On a des premiers résultats qui sont très bons, très encourageants, pour lesquels nous faisons passer des tests actuellement auprès de centres certifiés pour avoir justement cet engagement de durabilité et de résistance qui vont nous permettre de proposer quelque chose de très performant. Mais on est encore dans cette phase de R&D. Donc, pour répondre à la question quand seront disponibles véritablement, tout va dépendre de beaucoup de critères. Le premier, est-ce qu'on sera sur de la micro-production, pour lequel cas ça ira assez vite. Par contre, si on doit effectivement, comme le disait à juste titre tout à l'heure Julien, si on doit former du personnel, le mettre sur des machines, pourquoi pas même peut-être faire créer certaines machines sur mesure. Je pense qu'Alix en connaît un rayon sur le fait d'installer une industrie. Il va nous falloir un petit bout de temps. Donc, ça serait bien pour l'horizon 2023. Pour en tout cas la partie industrielle. On espère beaucoup plus vite sur la partie petit échantillonnage ou en tout cas petite série qu'on pourrait mettre en place assez rapidement. Votre ambition, c'est d'être une alternative au cuir pour fabriquer, par exemple, de la maroquinerie, pourquoi pas des chaussures. C'est plutôt cette destination-là que vous visez. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on valorise des déchets de fruits donc qui sont impropres à la consommation. Donc, on n'a pas, on va pas aller chercher chez l'utilisateur final parce que c'est beaucoup trop compliqué de mettre en place et de réussir à trier les fruits, etc. Donc, aujourd'hui, on est très en amont de la filière. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, on travaille, nous, avec la banane et la mangue. Il y a 700 000 tonnes de bananes qui sont importées en France tous les ans. Sur ces importations, il y a à peu près 10% qui ne verront jamais les étals des commerces parce qu'il y a des cahiers des charges, parce qu'il y a des problèmes de qualité à l'importation, etc. Et nous, on est à ce niveau-là de la chaîne pour justement réduire la partie de déchets. Aujourd'hui, on a un partenaire industriel avec lequel on a un engagement de récolte de 100 tonnes à l'année pour un premier batch. L'idée est vraiment d'ici 2023-2024 de réussir à passer entre 1500 et 2500 tonnes à l'année, ce qui va nous permettre de créer entre 150 et 200 000 mètres carrés de matière végétales qui permettront effectivement de couvrir de la chaussure, maroquinerie et peut-être dans un second temps l'ameublement. Merci beaucoup. Alors, on a des questions qui arrivent, notamment pour Alix et Mathieu, sur la demande de lin et de chanvre, en effet, qui explose en France. Je dirais que c'est plutôt une bonne problématique parce qu'on l'a attendu depuis longtemps. On vous demande si vous avez une idée de l'impact de ce développement rapide sur les terres, sur l'exploitation agricole. Comment vous l'intégrez, vous, dans votre développement? Alors, je ne sais pas exactement à quel reportage ils font allusion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin d'un développement rapide sur les terres.
parce que le lin est une culture très risquée. Alors, je laisserai Mathieu répondre pour le chanvre, mais en tout cas, le lin est une culture très risquée pour les agriculteurs. Ils sont certaines années, quand ils y sont allés dernièrement, il y a eu plutôt une baisse des emblavements sur cette dernière période parce que justement, ça peut être le jackpot comme zéro revenu du tout si le champ n'est pas récolté parce qu'il y a trop d'eau ou pas assez, comme ces 2 dernières années. Donc, et aujourd'hui, le lin fait partie d'une culture rotative, donc respecte le rythme de la nature. C'est de l'agriculture raisonnée et qui fait partie de l'assolement triennal. Donc, dans tous les cas, on est plutôt à manquer de matière parce que les aléas climatiques prennent le dessus qu'à être dans un boom qui pénaliserait d'autres récoltes. Alix, avant que Mathieu intervienne, et on a bientôt fini, hélas, j'ai une question. J'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez du lin certifié bio par GOTS par rapport au lin, on va dire, traditionnel. Quel est l'apport en fait de cette agriculture biologique, de cette certification? Est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée? Sur quoi il joue en fait? Alors, les quantités, hein, c'est vraiment epsilon. Déjà, le lin, on a dit, c'est 0,4% du textile mondial. Donc, le lin bio, c'est vraiment très, très marginal. Et aujourd'hui, il n'y a quand même pas de différence significative par rapport à la culture du lin qui est en agriculture raisonnée. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de la qualité du produit, comme ce qui fait la qualité d'un fil, c'est vraiment un assemblage. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de volume en bio pour faire des assemblages qui permettent d'avoir un fil aussi qualitatif que le fil traditionnel. Voilà, donc c'est un sujet aujourd'hui qui est, on va dire, accessoire, mais qui ne répond pas vraiment aux besoins de l'ensemble des consommateurs, en fait. Ok, merci. Mathieu, Ouais. est-ce que vous Ouais, je vais apporter quelques éléments pour le chanvre. J'étais en train de répondre dans le chat. Mais du coup, alors pour le chanvre, nous, de notre côté, en tout cas, on développe une filière bio. Donc, je veux dire, l'objectif, c'est d'être en 100% bio pour le chanvre. L'avantage, c'est que c'est une plante qui jusqu'à preuve du contraire, a fourni le même rendement en bio ou en non bio. Et globalement une plante qui est très robuste. En gros, sur le chanvre, si vous avez réussi à la lever au printemps, bon, vous n'avez plus trop de problèmes, quoi. C'est une plante qui effectivement ne verse pas, ne souffre pas de maladies, etc. Après, ceci étant dit, quand vous le faites en bio, et c'est ce que je disais, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de règles. Et justement, parce qu'on peut faire du chanvre n'importe comment, comme on a fait du coton n'importe comment. Et notamment la question des rotations. Donc, il ne faut pas planter du chanvre plus d'une fois tous les 4 ou 5 ans sur une même terre. Donc, si vous voulez, c'est plutôt un cercle vertueux, en fait, parce que nous, d'ailleurs, c'était l'objectif de départ, c'est-à-dire que c'est plutôt une locomotive pour permettre à des agriculteurs de passer en bio, parce que, voilà, certains d'entre vous le savent sûrement, mais la problématique des agriculteurs sur des grandes cultures, c'est que souvent, ceux qui veulent éventuellement passer en bio, ils hésitent parce qu'ils n'ont pas forcément suffisamment de débouchés pour chacune des cultures qu'ils font en rotation. Donc, quand vous devez commencer à faire des rotations sur 3, 4, voire 5 ans, ça veut dire qu'il vous faut 3, 4, 5 filières différentes pour pouvoir écouler vos produits. Et ça, c'est pas gagné, c'est pas facile. Donc, du coup, ça permet justement de fournir une rotation supplémentaire et qui, en plus, a le mérite de venir, et là, je pense que c'est la même chose que pour le lin, favoriser en fait les autres cultures. Parce que par exemple, le chanvre comme tête de rotation, quand vous cultivez du blé derrière un chanvre, toute chose étant égale par ailleurs, vous avez un rendement de 10% supérieur. Donc, c'est très intéressant justement d'ajouter ces plantes dans la rotation. Et moi, ça vient, à mon avis, plutôt faire baisser la tension justement qui s'exerce actuellement et notamment l'utilisation de produits phytosanitaires. Très intéressant. J'aimerais conclure, enfin, on va devoir conclure. Juste un mot peut-être, Julien, sur la reprise de l'atelier de tissage dans le Tarn que vous avez fait il y a 6 mois, notamment avec Mathieu. Donc, en fait, ce qui est aussi, je trouve, très intéressant, c'est la collaboration de bon sens entre vous tous et qu'il faut être aussi solidaires les uns des autres pour construire des beaux projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cet atelier de tissage ?
Oui, ben c'est toujours, encore une fois, c'est toujours la recherche de bon sens absolu. Avec cette difficulté qu'on a, c'est que nous, on est un petit peu la tête de proue, c'est qu'on est cette marque fabricante. Donc, c'est nous qui, entre guillemets, collectons la valeur finale à réintégrer. Et en gros, c'est parti là encore d'un constat très territorial, très bon sens, où avec Mathieu, il en a suffisamment très bien parlé on va dire, du redéploiement de ces filières chanvre. Et Mathieu aussi, on travaille énormément en région Occitanie avec la filière laine, où il y a énormément de super dynamiques qui se mettent à échelle très locale. Alors voilà, il y a encore quelques années, c'était très connoté pas qualité, mais aujourd'hui, on peut vraiment arriver dans des choses qui sont bluffantes en point de qualité. Et il fallait se rendre à l'évidence, encore une fois, et c'est des choses qu'on ne va pas forcément briller sur Instagram, mais qui sont des vraies réalités de terrain, c'est que des tisseurs à façon en région Occitanie, il n'en restait pas des masses. On travaillait, nous, avec deux, qui étaient les tissages Pistre et les tissages Le Passe-Tram. Deux personnes absolument formidables. Un partait à la retraite, les métiers à tisser commençaient à partir en Turquie. Et l'autre, Éric Carlier, un savoir-faire absolument extraordinaire, proche retraite, même si j'espère qu'il va rester avec nous pendant encore un petit moment. Et simplement, à un moment donné, on ne pouvait pas avoir dépensé autant d'énergie et dans l'aval, nous, et dans l'amont, Mathieu, et se retrouver coincé avec un outil industriel, ce fameux atelier de tissage, qui allait s'arrêter. Donc, à un moment donné, on prend son courage à deux mains. Bien évidemment, on n'est pas que taré aussi. On a étudié le modèle économique. Et là, on s'est dit, il faut qu'on pousse la prise de risque un peu plus loin. Et donc, Virgo Cop, Atelier du Ferry et Éric Carlier, le maître tisseur, on a racheté en fait ce tissage. On l'a rebaptisé Tissage d'Autan. Et c'est chouette parce que, au-delà de mon petit égoïsme personnel en disant c'est super parce que tout ce dont on a travaillé autour de la laine, du chanvre, du lin passe par les tissages d'Autan. Donc moi, je m'assure mon approvisionnement. Mais en plus, derrière, il y a une vraie solution commerciale où Mathieu et ses équipes en fait, sont capables de vendre à d'autres des matières biosourcées. Et c'est super. Et encore un exemple de la collab qui va sortir, c'est que le lin d'Alix et de Safilin finit dans le Tarn chez Tissage d'Autan pour servir une marque lozérienne. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc il faut sans cesse essayer de se... Enfin, il n'y a pas un jour où quand on se lève, on essaie d'aller un peu plus loin sur l'éco-responsabilité, le bon sens et l'ancrage territorial. Ça en est un exemple. Absolument. Mathieu, Julien, pardon, ça va être notre conclusion. C'est plein de bon sens, beaucoup de solidarité, beaucoup d'innovation, de sortir des sentiers battus. Et puis aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on a parlé des matières végétales, animales, d'innovation. Et on n'a pas parlé de matière de pétrochimie, et ça c'est génial parce que aussi on aura plus de plastique dans nos océans que de poissons en 2050 et qu'il faut aussi soutenir les matières naturelles parce que voilà, ça fait vivre des territoires, des éleveurs, des agriculteurs, donc toute une filière et ça je trouve que c'est vraiment intéressant et on va essayer de tordre le cou à tout ce qui a bousculé cette consommation depuis les années 60. Donc voilà, bravo à vous tous, merci beaucoup et puis à bientôt. Certainement. Merci. Bye bye. Et au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À tous, bonne journée.